Bonjour mesdames et messieurs, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ici rassemblés dans cette salle, ce salon Lamartine du Casino Grand Cercle, pour accueillir notre orateur, le cher Prince, qui me disait que c'était sa première visite impériale, donc à Aix-les-Bains. Donc nous sommes très heureux et fiers, avec les collègues qui sont présents, Isabelle Moreau-Joannet, adjointe au maire, en charge de la culture et du patrimoine, Pierre-Louis Balthazar, qui lui s'occupe des parcs et jardins, nous sommes également une ville désormais impériale mais fleurie, et Christophe Moiroux, qui est délégué au commerce, autant d'élus qui sont passionnés d'ailleurs d'histoire, comme je le suis depuis longtemps, et étant d'origine corse, quand on était petit, évidemment, on nous faisait croire cette légende qu'on était cousin avec Napoléon, et donc forcément, j'étais très déçu. Plus tard, on en compte, pas le cas du tout, vraiment pas. L'extrace n'était pas la même, tout en étant quand même d'origine corse, mais vous voyez, ça incite à lire des ouvrages d'histoire, à se prendre pour Napoléon, alors sans finir en asile psychiatrique. Ça m'a amené, en tant que maire et avec les collègues, à chercher, comme nous sommes une ville marquée par l'histoire, vous allez dire toutes les villes le sont, mais marquée nous par l'histoire britannique. Vous avez dû voir, pour ceux qui ne sont pas aixois, c'est une cabine téléphonique anglaise, la statue de la reine Victoria, impératrice des Indes. Bref, dans chaque détour de la ville, l'histoire nous rappelle à elle. Nous avons une fontaine marocaine, puisque c'est à Aix-les-Bains, cher Prince, que les négociations qui ont conduit à l'indépendance du Maroc se sont déroulées en 1955, on en fête d'ailleurs l'anniversaire. Donc nous avons une fontaine marocaine, un jardin japonais juste à côté. C'est plus récent, bon, après l'histoire nous donne des éléments différents. Là, c'était le football avec l'accueil de l'équipe nationale du Japon pendant la Coupe du Monde 98, voilà. Et on a tellement, comment dire, de références bonapartistes, napoléoniennes dans notre ville, que j'ai été très heureux que Jean-Claude Perrotto, avec toute son énergie, son enthousiasme de souvenir napoléonien, eh bien, nous propose de nous porter candidat. Ce que nous avons fait, ça a pris un certain temps, le temps qu'on se réveille, le temps qu'on monte le dossier, avec le service des villes d'art et d'histoire, avec Isabelle Moreau-Joannet, pour apprendre cette année que nous étions retenus, ce qui était pour nous évidemment un grand moment de bonheur, de fierté également, et maintenant eh bien, d'enthousiasme pour mener à bien et mériter, au-delà de l'histoire, au-delà du patrimoine, au-delà de l'identité, eh bien, notre place dans ce réseau. Un réseau qui est un réseau évidemment culturel, historique, identitaire, mais aussi qui nous place, et c'est là notre fierté, avec des villes comme d'Ajaccio à Rueil-Malmaison. D'ailleurs, quand je vais rencontrer le maire de Rueil et son directeur de cabinet, il m'avait offert des petites figurines Playmobil. Alors je ne fais pas de la publicité pour Playmobil, mais vous voyez, ça rejoint mes rêves d'enfant. J'ai lu donc Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais. Autant d'ailleurs de noms de rues dans notre ville, comme dans bien des villes de France, heureusement, mais que j'ai déjà commencé avec les collègues à frapper donc du blason de ville impériale. À côté du blason de la ville d'Aix-les-Bains, toutes les villes, les rues, toutes les places d'Aix-les-Bains, ce qui permettra de faire un petit itinéraire, vous voyez, en tourisme culturel, en tourisme historique. Il y a des gens, vous le savez, qui planifient leurs vacances avec le Gaute-Millau, le guide Michelin, mais aussi avec eh bien, le réseau des villes impériales. Donc en nous inscrivant au cœur de celle-ci, en tant que ville d'art et d'histoire, eh bien, nous aurons à cœur d'accueillir des gens comme vous qui sont passionnés par l'histoire. Donc merci à M. Perrotto qui va rentrer plus dans le détail que moi en tant que passionné. Merci à Camille Lafont, représentant l'appel du peuple, pour son enthousiasme également, aidé par Caroline, que je remercie aussi parce que souvent on fait les choses un petit peu, comment dire, précipitamment, mais quand même avec efficacité. Et puis nos amis, fort bien costumés, du Quadrille du Lac, qui nous feront l'amitié tout à l'heure, d'égayer notre fin de conférence par quelques pas de danse en musique. Et en tout cas, Prince, je voulais vous remercier aussi du choix de l'intitulé et du contenu de votre conférence, leçon d'optimisme pour la France actuelle. Bah oui, parce que je ne vais pas vous faire un dessin, mais le spectacle que nous offrent nos dirigeants me laisse, en tant qu'élu local, pantois devant tant de décrépitude et de déclin, d'instabilité. Et c'est vrai que les élus locaux sont tout l'inverse, enfin on essaye de l'être en tout cas, avec les moyens qui sont les nôtres, voilà, des pôles de stabilité pour les populations, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions.
bien sûr, avec les services déconcentrés de l'État, quand on est face à un tel spectacle et que nous sommes tous frappés ou marqués par un peu le pessimisme, l'inquiétude ou l'angoisse, également avec les va-t-en-guerre qui parfois nous font des descriptions de l'avenir bien sombres, eh bien, des leçons d'optimisme pour la France actuelle, Prince, eh bien, voilà, qui nous permet d'espérer, parce que l'espérance, en politique comme dans l'histoire, c'est ce qui nous permet de continuer à garder le sourire pour l'avenir. Merci en tout cas, un grand merci à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cher Prince, monsieur le maire, madame, messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir d'être là ce soir. Quelle fierté de nous retrouver effectivement au cœur de cette belle cité aixoise. Il y a longtemps que j'en ai rêvé. Riche de cette histoire captivante, bien sûr, et du rayonnement qui allie le présent et le passé. Un peu d'histoire, si vous le permettez, parce qu'on va parler d'histoire, naturellement. En 1792, François-Louis Forestier intégrait la Légion des Allobroges. Vous savez, ce fameux chant des Allobroges qu'on chante en Savoie. Elle a été initiée dans nos départements de Savoie et de Haute-Savoie. François-Louis donc intégrait la Légion des Allobroges. Le 13 août, dès sa création, son frère aîné, Gaspard François, rejoignait le mois suivant le 1er bataillon des volontaires du Morvan. Ces deux jeunes Savoyards, parce qu'ils étaient encore très jeunes, volontaires, venaient défendre les frontières alpines à l'appel de la Convention contre les ennemis de la République française naissante. Je vous rappelle que nous étions en royaume sarde. Participant à de nombreuses campagnes napoléoniennes, ces deux jeunes deviendront généraux d'Empire dans la Grande Armée et seront honorés de la Légion d'honneur. Et enfin, pour les Aixois qui connaissent bien la ville, je pense, François-Louis Forestier, brillant cavalier, sera mortellement blessé lors de la campagne de France en 1814, le 29 janvier, aux côtés de Napoléon. Il avait 37 ans. Pour la petite histoire, d'ailleurs, nous commémorerons l'année prochaine le 250e anniversaire de sa naissance. Ça pourrait être l'occasion d'en reparler. Une plaque mémorielle, d'ailleurs exécutée pour le centenaire de sa mort, est placée sur le mur de la mairie, ornée d'une locution qui dit, une locution d'Horace, pardon, « Il est doux et honorable de mourir pour sa patrie ». Cette plaque rendait hommage à ce héros aixois. Nous pourrions rajouter « Passant, souviens-toi ». Pourquoi je dis ça? Parce que l'histoire d'Aix-les-Bains, c'est en partie celle des généraux forestiers, mais pas que. Aussi celle de cette petite cité qui est devenue un rendez-vous incontournable sous les deux empires. Et plus encore, bien sûr. Entre 1808 et 1814, Aix-les-Bains deviendra l'une des destinations privilégiées des membres de la famille Bonaparte. Les Napoléonites, comme on les appelait. De Joséphine, première épouse de Napoléon Ier. De Pauline Borghese, la sœur préférée de l'empereur. De Laetitia, Madame Mère, son oncle, le cardinal Fesch. Et bien sûr, emblématique, la reine Hortense, qui était la mère du futur président de la Première République française, le futur Napoléon III. D'ailleurs, devenu empereur, Napoléon III reviendra à Aix-les-Bains en 1860 avec son épouse, l'impératrice Eugénie, en voyage officiel lors du rattachement de la Savoie à la France. Et la ville l'accueillera triomphalement. Il a parcouru la ville d'ailleurs à cette époque et il ira se recueillir sur la stèle des gorges du Sirop, à la mémoire d'une rame de la baronne Adèle de Roc, qui était lectrice de sa mère. C'est d'ailleurs à sa mémoire que la reine Hortense voulut offrir aux pauvres d'Aix-les-Bains un asile et fonder ainsi un hôpital avec les Sœurs de la Charité. Qui ne connaît pas à Aix-les-Bains le fameux hôpital de la reine Hortense? Comment ne pas citer aussi Marie de Solms, Marie Laetitia Bonapartoise, de son nom de jeune fille, qui repose d'ailleurs au cimetière de la ville, ici, avec sa fille, à Aix-les-Bains. C'était la star de son époque, courant XIXe siècle, et qui donnait de l'éclat à la vie estivale de la cité, et qui fit le bonheur, bien sûr, des matinées et des soirées d'Aix-les-Bains. Et nous pourrions en évoquer bien d'autres. Je vous en ferai grâce aujourd'hui, mais c'est l'histoire de la ville qui s'inscrit là-dessus, de ville impériale, bien sûr. Le souvenir napoléonien que j'ai l'honneur d'animer dans notre région est une société française d'histoire napoléonienne. Une association créée en 1837 à l'initiative d'Eugénie Gall, qui était la filleule de l'impératrice Eugénie. Association reconnue d'utilité publique, et notre association, je le dis solennellement aujourd'hui, est honorée d'être le partenaire de la ville d'Aix-les-Bains dans cette démarche historique. Aix-les-Bains, c'est une ville thermale réputée qui ne la connaît pas. Elle fut au XIXe siècle un haut lieu de la villégiature de toutes les principales têtes couronnées, du Premier et du Second Empire.
À ce titre, elle a joué un rôle essentiel dans la grande, mais aussi dans la petite histoire de l'Europe, de tous les personnages qui ont séjourné à Blainville, mais aussi pour toutes les intrigues qui se sont nouées en son sein. Conservant aujourd'hui de superbes vestiges de ce passé impérial, Aix-les-Bains demeure l'une des sites emblématiques de l'histoire du XIXe siècle. Et cette histoire qu'Aix-les-Bains porte fièrement conforte naturellement son intégration dans le cercle des villes impériales. C'est ainsi que lors de l'Assemblée générale de la marque Ville impériale, en octobre 2024, il y a donc un an, les villes membres ont décidé à l'unanimité d'intégrer la ville d'Aix-les-Bains dans son réseau. En quelques mots, qu'est-ce que la marque Ville impériale? Elle a été créée en octobre 2011 à l'initiative des villes de Rueil-Malmaison, de Compiègne, de Fontainebleau, de Saint-Cloud, des villes emblématiques de l'histoire napoléonienne. On rejoint au fil des années des cités comme Ajaccio, Autun, Auxonne, Aix-en-Provence, Arcachon, Biarritz, Boulogne-sur-Mer, Brienne-le-Château, Châteauroux, Châtillon-sur-Seine, l'île d'Aix, La Roche-sur-Yon, Maison-Lafitte, Marengo, La Motte-Beuvron, Montreux, Nice, Plombières-les-Bains, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Leu-la-Forêt, Vichy, Thonon-les-Bains et même Waterloo. Et bien sûr, cette année, donc, Aix-les-Bains. Un véritable cours d'histoire de toutes ces villes. Ce label, il a pour vocation de développer et de valoriser un véritable réseau à travers tout le territoire national, et même au-delà, vous l'avez compris, en réunissant les villes qui justifient de par leur histoire et leur patrimoine des liens avec le Premier ou le Second Empire. Ainsi, la marque Ville impériale témoigne d'un riche patrimoine historique, touristique et culturel, accessible au grand public et qui participe à accroître sa visibilité, grâce notamment à une stratégie de communication partagée et à des événements culturels. Puisque renforcer l'attractivité touristique et patrimoniale des territoires membres d'une part, mais aussi conserver et puis faire connaître la mémoire d'un passé glorieux auprès des visiteurs, des curistes, mais aussi et surtout celle de ses habitants qui vivent au milieu de cette histoire au quotidien, parfois sans le savoir. Longtemps associées à la majesté du pouvoir et l'effervescence du XIXe siècle, les villes impériales incarnent un pan inconnu mais fascinant de l'histoire urbaine française, mais aussi celle de l'histoire des personnages qui ont traversé cette époque et qui ont marqué de leur empreinte ces cités lors de leur séjour. De Paris à Biarritz, en passant par Vichy, Thonon-les-Bains, Arcachon, Aix-en-Provence ou encore Aix-les-Bains, ces cités ont vu leur destin parfois transformé par la présence d'un souverain ou par le rôle qu'elles ont joué dans une stratégie de prestige. Merci, Prince, d'être à nos côtés pour ce bel événement de mémoire collective. Merci, Monsieur le maire, de rejoindre ce cercle prestigieux et bienvenue à la ville d'Aix-les-Bains dans le réseau des villes impériales. Grâce à votre engagement et à votre détermination à partager votre histoire, nous sommes, souvenirs napoléens, et resterons votre partenaire pour les événements qui feront rayonner notre histoire commune. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Claude. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, merci mille fois de m'accueillir dans votre magnifique ville d'Aix-les-Bains. Cher Jean-Claude Perrotto, on peut entendu. Soyez napoléonien, merci pour ce rappel historique d'Aix-les-Bains. Comme ça, tu m'as fait gagner du temps, parce que j'avais prévu ça aussi, mais comme ça, je vais pouvoir vivre du sujet directement. Je voulais saluer la présence également de Damien Cornu, qui représente l'appel au peuple, et des jeunes. Alors, c'est les étudiants, c'est l'Union des étudiants gaullistes, hein, c'est ça. Donc, il y a l'Union des étudiants gaullistes qui sont venus en masse. J'aimerais surtout remercier Camille Lafont pour le remarquable travail qui me donne l'occasion d'être ce soir parmi vous à Aix-les-Bains, ville impériale, monsieur le maire, bravo, c'est amplement mérité, et c'est une très très bonne nouvelle pour les villes impériales que Aix-les-Bains leur rejoigne, parce que vous avez un petit joyau, c'est absolument magnifique Aix-les-Bains, et il faudra qu'on en parle, parce que je pense que je vais bien faire des cures, très bien. Alors, Napoléon III, qui a joué un rôle évidemment dans la vie d'Aix-les-Bains, notamment en l'aidant financièrement, mais surtout avec Eugénie, et puis la reine Victoria aimait beaucoup Napoléon III, elle est venue après, mais elle était très proche de Napoléon III. Alors pourquoi parler de Napoléon III maintenant? Parce que vous savez, dans l'imaginaire collectif français, Napoléon III, en fait, c'est un souverain
on ne comprend pas très bien. Il est arrivé par coup d'État, il a fait la fête pendant 18 ans en abusant de l'argent du peuple, et ensuite il a perdu l'Alsace-Moselle en s'humiliant devant les Allemands. C'est un peu ça le résumé qu'on nous fait à l'école depuis maintenant 1870. Alors, vraiment pas, vous allez voir ce soir. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire de Napoléon III, je vais surtout vous débunker en quelque sorte, comme on dit en très mauvais français, les deux fabrications historiques qui sont le coup d'État et la défaite de Sedan, pour voir à quel point c'est très injuste de lui en vouloir pour ça, et vous donner la totalité, une grande partie de l'héritage de Napoléon III en France moderne. Vous allez voir, c'est vertigineux, et toutes les leçons qu'on a à tirer de Napoléon III, parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre la France qu'a connue Louis-Napoléon Bonaparte comme président et Napoléon III comme empereur, et la France que gère M. Emmanuel Macron depuis maintenant 7 ans. Et il y a vraiment des parallèles assez saisissants. Alors, le Second Empire a été évidemment caricaturé, occulté. Moi, notre avis, à mon co-auteur et moi, donc Olivier Pastré et moi, c'est que au contraire, il y a des leçons à en tirer, et que le Second Empire, c'est une métamorphose économique, sociale, urbaine et scientifique absolument totale. Et c'est assez formidable. Alors, ce livre est assez incarné parce que Olivier, moi je ne suis pas historien, hein, je suis exégète, éclairé mais exégète. Je suis l'arrière-petit-neveu de Napoléon Ier et de Napoléon III, parce que mon arrière-arrière-grand-mère Caroline était la femme de Georges Amur, était la sœur de Napoléon Ier. Et Olivier Pastré, lui, est l'arrière-arrière-petit-fils de Jean-Baptiste Pastré, qui a fondé la Société Marseillaise de Crédit, qui a cofinancé le canal de Suez, qui est une des grandes réalisations du Deuxième Empire. Vous verrez, je ne dirai pas, la plupart du temps, je ne dirai pas le Second Empire, je le dirai par réflexe, parce qu'on nous l'a appris comme ça, je dirais le Deuxième Empire. En fait, vous savez qu'en français, quand on dit second, c'est qu'il n'y aura pas de troisième. Donc c'est pour ça qu'on nous a mis dans la tête Second Empire. C'est une très très belle manipulation, c'est intelligent, mais en fait c'est le Deuxième Empire. Alors je ne dirais pas non plus que ça ouvre la possibilité à un Troisième Empire, parce que ça sonne quand même très très mal. Il y a eu des précédents célèbres de l'autre côté du Rhin, et je vous dirais simplement que il faut pas s'interdire la possibilité d'un Quatrième Empire, puisque le Troisième Empire a déjà eu lieu, ça s'appelait la République, c'était l'Empire colonial. Donc il s'est arrêté avec la décolonisation, il ne faut pas s'empêcher un Quatrième. Donc la République s'est occupée du Troisième, ça m'arrange. Napoléon III est donc un personnage absolument majeur de l'histoire de France. Et vous disiez, monsieur le maire, qu'il y a des rues Bonaparte, Napoléon, tous les maréchaux un peu partout dans toutes les villes de France. Alors, à Paris, il n'y en a pas. À Paris, vous avez le boulevard des Maréchaux, vous avez une rue Bonaparte, vous avez depuis avant-hier une avenue Marie-Bonaparte. C'est drôle, je pensais que ça aurait fait plus de bruit que ça. Il y a une avenue qui s'appelle Marie-Bonaparte maintenant à Paris. C'était une des cofondatrices de la psychanalyse. Hein. C'est la raison pour laquelle ils ont appelé ça Marie-Bonaparte. Et il n'y a absolument rien sur Napoléon III à part une petite place, une toute petite place qui est au pied de la gare du Nord. C'est au plus bel endroit de Paris. Hein. C'est vraiment c'est la dénomination prestige. Vous voyez, vous êtes au pied de la gare du Nord. Vous avez une superbe œuvre d'art qui a été très très bien pensée, qui est en rapport immédiat avec et la France et les trains et Paris. On comprend qu'il y a une logique dans l'œuvre d'art. Hein. On fera passer le test après. Bon, alors Napoléon III, donc comme je vous le disais, rapidement les deux raisons pour lesquelles à quoi il est résumé au coup d'État et à la défaite de Sedan. Alors, Napoléon III est un professionnel du coup d'État. Il en a fait 2, déjà étant jeune. Il en a fait un à Strasbourg puis un à Boulogne. Une fois qu'il a fait celui à Strasbourg, Louis XVIII écoute ça, la mère de Napoléon III, qui est la reine Hortense, qui lui dit non, c'est une erreur de jeunesse. Donc, ok, très bien, pas de problème, c'est une erreur de jeunesse. Alors, à Strasbourg, là, ça commence à faire beaucoup d'erreurs de jeunesse, ça fait 2 coups d'État, ça fait un peu beaucoup. Et, pardon, pas Louis XVIII, Louis-Philippe. Et là, Louis-Philippe dit non, on va l'envoyer en prison, on ne peut pas le décapiter, parce que ça, il y a quand même quelques bonapartistes en France. Louis-Philippe lui-même a ramené les cendres de Napoléon Ier aux Invalides, c'est compliqué, il ne peut pas condamner à mort Napoléon III, mais un coup d'État, normalement, c'est la peine de mort. Donc on invente pour lui la perpétuité. C'est pour Louis-Napoléon Bonaparte qu'on a inventé la perpétuité. Donc, mesdames, messieurs, on a un président de la République qui est en prison. Figurez-vous qu'on a eu un président de la République qui avait été condamné à la perpétuité. Louis-Napoléon Bonaparte. Je pense que le bilan ne sera pas le même, vous allez le voir. Mais Louis-Napoléon Bonaparte est condamné à la perpétuité en quittant le tribunal. Il s'adresse au président du tribunal. Il dit: Monsieur le Président, il n'y a pas grand-chose de perpétuel en France. Et là, de fait, il avait parfaitement raison, puisqu'après 1789, 1830, 1848, il y avait toute une série de révolutions. Entre-temps, il y avait eu la révolte des Canuts. Enfin, la France ne va pas bien. La France est dans un état un peu compliqué. Louis-Philippe est mis à bas parce que par des révoltes ouvrières. En 1848, la Deuxième République est déclarée. Et Louis-Napoléon Bonaparte est élu
immédiatement comme député à la Constituante, sans même se présenter. On croit rêver, il est en Angleterre, il ne se présente pas, mais juste sur son nom, il gagne 5 départements. Ça lui met la puce à l'oreille, il y a peut-être une bonne raison de rentrer en France. Il rentre en France et là, il est élu comme député et il va ensuite se présenter à la présidentielle où il sera élu de façon absolument flamboyante. Le 11 décembre 1848, il obtient 75% des voix au suffrage universel direct masculin. Le suffrage féminin n'arrivera qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le suffrage universel direct masculin, donc il est le premier président de toute l'histoire de la République française et il est en plus élu au suffrage universel direct. À 75% des voix au premier tour, c'est ce qui le différencie de Jacques Chirac. Parce que Jacques Chirac va avoir un score similaire, mais au second tour. Donc, alors, Louis-Napoléon a un programme en tête qui est très clair, qu'il a développé dans son livre qu'il a écrit dans la forteresse de Ham, où il était emprisonné à perpétuité, qui s'appelle « De l'extraction du paupérisme ». En gros, la France a besoin d'ordre, ça va nous parler, rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire, mais absolument. Et il faut un développement économique splendide pour permettre deux choses. Une prospérité qui permette une justice sociale et un retour à la grandeur internationale. L'obsession de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est de récupérer le statut de France comme grande nation, ce qu'on a perdu à cause de son oncle, Napoléon Ier. Napoléon Ier perd Waterloo et il y a le congrès de Vienne où toutes les puissances européennes écrasent la France au sol parce qu'ils ont une peur bleue de la France et donc de 1815 à 1848, la France est une puissance plus que médiocre, elle est extrêmement moyenne et c'est voulu. Et Louis-Napoléon Bonaparte va s'efforcer pendant tout son règne de relever tout ça, et il l'a pensé avant. Il l'a pensé en 1844. Il y a des choses à faire, c'est pas très très compliqué, il faut qu'on les mette en place, il faut qu'on s'y tienne. Et il veut les mettre en place, et il est élu pour 4 ans, non renouvelable, et il est président de la Deuxième République, et il n'a absolument aucun pouvoir. Alors cette absence de pouvoir va lui coûter très cher, parce que comme il n'a aucun pouvoir, il ne peut pas nommer Victor Hugo ministre de l'Éducation. Victor Hugo va lui en vouloir beaucoup, et ça va jouer énormément dans l'image tout à fait désastreuse de Napoléon III. Du futur Napoléon III. Donc pour le moment, il est président de la République et il se dit j'aimerais quand même pouvoir avoir la possibilité d'être réélu pour pouvoir appliquer un programme quand même. Donc il se rend compte qu'il ne peut pas. Son entourage lui dit mais non, on va pas faire ça, on va faire un coup d'État, c'est pas la première fois, on en fera. Donc vous avez... attendez bien, on a pris le coup de main. Donc vous avez Morny, Persigny, Rouher, Maupas, les généraux Magnan et Saint-Arnaud qui le poussent au coup d'État. Et lui dit non, je ne veux pas faire de coup d'État, j'ai été élu légalement. Il n'est pas question que je fasse un coup d'État. Donc il fait une consultation nationale. Donc il va passer par toutes les préfectures et toutes les villes de France, il va faire une grande consultation pour demander si les Français sont d'accord pour qu'il ait la possibilité de se représenter à une prochaine élection. 1 300 000 personnes dans une France qui compte 30 millions d'habitants, donc en gros 20 millions de votants si vous voulez. 1 300 000 personnes disent oui. Il amène, quand Philippe de Villiers fait un truc sur l'immigration, il ramène 2 millions sur 60 millions. Il fait ça en 2 secondes parce que c'est par Internet. Bon, l'Assemblée va avoir la même réaction qu'avec le référendum de De Villiers. Il dit, non, aucun intérêt, ça n'a aucune base légale. Et donc ça convainc Louis-Napoléon Bonaparte de faire le coup d'État. Et donc ça va être l'opération Rubicon. Vous voyez sur la gauche, sur la droite, pardon, sur la gauche, vous voyez Napoléon président. Il prépare le coup d'État et après il arrive Napoléon empereur. En gros, il y a le manteau d'Hermine qui change, sinon pas tant que ça. Et donc il est assez réuni, quoi. 2 décembre 1851. Et l'objectif est de dissoudre le Conseil d'État, de dissoudre le corps législatif, c'est l'Assemblée nationale de l'époque, et de proposer que le président soit là pour 10 ans. Donc alors ils arrêtent 78 personnes, hein, évidemment, dont les opposants principaux qui sont Thiers, Changarnier et Cavagnac, mais pas Victor Hugo. Donc là, Victor Hugo, deuxième humiliation, il n'est pas arrêté. Et vraiment, il est de plus en plus agacé, parce que quand même, c'est Victor Hugo. Donc manifestement, ça n'a intéressé personne. Donc Victor Hugo, Victor Schœlcher et Baudin, Victor Hugo en particulier, Victor Hugo le lendemain va immédiatement se rendre à un hôtel de police en disant « Arrêtez-moi, je suis maître Victor Hugo, l'opposant principal à Louis-Napoléon Bonaparte, le séditieux ». Et le commissaire lui répond « Mais monsieur Hugo, cher maître, on arrête que les gens dangereux, là, on a vraiment autre chose à faire. » Il est épouvantablement vexé, et donc il va appeler à l'émeute, et donc tous les trois, en fait, l'appel à l'émeute, à la résistance à ce coup d'État va fonctionner, et ça va créer dans toute la France des petits réveils, et là, l'armée française va effectivement un peu surréagir, et de fait, ce coup d'État va faire 600 morts. Donc, sur tout le territoire national. Hein. Donc, il va y avoir 600 morts pendant une semaine, le temps de calmer un peu le jeu. Alors, 600 morts, c'est beaucoup. Vraiment très important. Je vous rappelle que quelques mois avant 1848, 2-3 ans avant 1848, à l'époque, la République vient d'être nommée. Les journées de... c'est juillet 1848, il me semble.
vous avez des milliers d'ouvriers dans la rue, et le général Cavaignac, général de la République, écrase la rébellion à Paris seulement. Hein, et c'est la République qui le fait, c'est 5000 morts. Donc, vous voyez, c'est comme le chasseur, il y a le bon et le mauvais chasseur, le coup d'État, il y a le bon et le mauvais coup d'État. Donc là, lui, c'est forcément un mauvais coup d'État, puisque ça va instaurer effectivement un régime un peu moins démocratique que d'habitude, ça va instaurer l'Empire. Très rapidement, Victor Hugo va s'auto-exiler. Bon, alors, Victor Hugo s'auto-exile, hein, Napoléon III ne l'a jamais exilé, c'est une légende. Et Napoléon III dira « Je suis sorti de la légalité pour entrer dans le droit », et il va faire un autre référendum. Au bout d'un moment, donc au bout de quelques jours, la paix civile revient, et donc là il fait un plébiscite, donc un référendum, pour demander est-ce que vous êtes d'accord avec 10 ans, etc. Les Français massivement disent oui, on est d'accord, plus de 80%, et un peu moins d'un an après, il rétablit la dignité impériale, et là l'Empire est rétabli avec un chiffre absolument colossal, puisqu'on est à 77%, le 22 novembre 1852. Alors je m'empresse de vous dire qu'on a vérifié dans le détail, hein, tous les historiens ont vérifié dans le détail, que oui, bien sûr, il avait truqué tous les suffrages, on n'a jamais trouvé une seule preuve de trucage, non, ça n'a jamais été truqué. Alors en revanche, j'en fais un espèce de panégyrique comme ça, mais c'est un type extrêmement dur, parce que ça va quand même être 26 000 arrestations d'opposants, hein, exilés ou envoyés au bagne, hein. C'est pas jaune rigolo quand même, hein. Donc ça mate un peu dur. Très rapidement, ils vont engracier énormément qui vont revenir. Parmi les opposants exilés, il y a le père de Georges Clemenceau. Et Georges Clemenceau aura toujours une haine absolument farouche contre Napoléon III. Il aura une haine absolue contre Génine, contre l'impératrice Eugénie qui est toujours en vie quand Clemenceau est président du Conseil. Et on en parlera peut-être si vous voulez après, on n'a pas le temps, mais il y a une histoire assez étonnante entre Napoléon III enfin, entre Eugénie et Clemenceau, c'est une chose assez étonnante. Alors après, bien sûr, le deuxième reproche qu'on formule à Napoléon III, c'est l'infamante défaite de Sedan. Alors ça, effectivement, c'est une... En gros, la France, depuis 1852, est un empire. Sa puissance commence à rayonner absolument sur le monde. Napoléon III a une politique des nationalités qui favorise la fabrication des pays, et notamment de l'Allemagne. Ça va être quelque chose dont il va s'en mordre les doigts. Et la Prusse se réarme en secret, et la Prusse attaque l'Autriche en 1866, et écrase l'Autriche complètement en 1866. Et là, Napoléon III et le maréchal Niel, son ministre de la Défense, se rendent compte qu'il y a un gros problème, c'est que si la Prusse attaque la France, elle nous met une pile, parce l'armée est beaucoup mieux armée, beaucoup mieux préparée, beaucoup plus nombreuse. Et ils ont fait ça en silence, ils ont fait ça sans qu'on s'en rende compte. Donc la Prusse à l'époque, c'est le prince de Hohenzollern, Guillaume Ier, et son chancelier, le génialissime Bismarck, qui est sans doute l'homme politique le plus brillant de cette période. Et là, à ce moment-là, Niel et Napoléon III demandent au corps législatif, donc l'Assemblée nationale, il faut moderniser l'armée, il faut faire passer une loi de modernisation. Entre-temps, Napoléon III avait libéralisé son régime. De 52 à 60, c'est un régime dur. C'est un régime où il y a une assemblée, il y a des élus, mais c'est des candidats officiels, c'est un peu fantoche. Et il se rend compte que malgré que ce soit un peu fantoche, il y a tout de même une dérive libérale, enfin une volonté libérale de la part du peuple, même s'il y a quand même des élections au suffrage universel direct pour élire les représentants, même s'ils sont un peu pointés désignés, mais il se rend compte donc il voit que la France a besoin de se libéraliser. Donc il va ouvrir, il va libéraliser, parce qu'il a vraiment il a un sens très profond, très aigu de l'opinion publique, Napoléon III. C'est ce qui le rapproche d'ailleurs de nombreux présidents de la République depuis, c'est qu'il est très attentif à l'opinion publique, très très attentif à l'opinion publique. Et donc son corps législatif est libéral, et donc vote absolument pas dans le sens que lui leur demande. Et ils vont refuser la modernisation de cette armée. Alors après, ça dépend un petit peu des visions qu'ont les historiens. Ma théorie à moi, c'est que ça tient pratiquement lieu du sabotage. C'est qu'en fait, le pouvoir en place, le corps législatif à ce moment-là est composé essentiellement d'orléanistes, de républicains et de bonapartistes, mais dans les bonapartistes, il y a des bonapartistes libéraux, c'est des républicains un peu masqués sous la tutelle de bonapartistes, et dont le corps libéral des orléanistes se rendent compte que s'ils veulent un jour retrouver le pouvoir, ils ne se débarrasseront jamais de Bonaparte. Parce que Bonaparte, à chaque fois qu'il fait un référendum, il est réélu, il va en faire 5 pendant tout son règne, il prend à chaque fois 80% des voix. Donc, on n'arrivera jamais à se débarrasser du régime impérial. Tout ce qui va marcher sera éventuellement une défaite militaire. Donc s'il vous demande de réarmer son armée, surtout pas. On va gentiment attendre la défaite. Donc il y a un aspect un peu sabotage. D'autres historiens penchent plutôt que pas du tout. En fait, c'est un aveuglement complet de l'époque. Ils s'en sont absolument pas rendus compte. Alors Napoléon III, lui, n'est pas du tout volontaire pour aller se battre. Le cas de Sedan est un cas intéressant dans le monde dans lequel on vit, puisque c'est la première fois qu'une fake news va complètement changer la face du monde. Puisque c'est qu'en fait, Sedan l'a déclenché à cause d'une dépêche diplomatique. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais en gros, une dépêche diplomatique produite par le chancelier Bismarck,
qui explique que l'ambassadeur de France a été mal reçu par le valet de chambre du roi de Prusse, ce qui n'est pas vrai du tout, mais c'est pas grave, ça crée un énervement auprès du corps législatif et auprès des opposants de l'Empire qui réclament la guerre à corps et à cri, et donc on va déclencher la guerre sur une fake news. Donc soyons très attentifs, mais alors très très attentifs aux fake news. Ça c'est vraiment absolument fondamental. Alors, la défaite de Sedan a comme conséquence numéro 1 qu'on va perdre l'Alsace-Moselle, ce qu'on a beaucoup reproché à Napoléon III. Alors là, à nouveau, c'est faux, ça n'est pas Napoléon III. Napoléon III, le 2 septembre 1870, perd à Sedan, il est mis en prison le 3. Le 4, il est en résidence surveillée. La République, là, à nouveau, il y a les bons et les mauvais coups d'État. La République fait un coup d'État et s'instaure par coup d'État le 4 septembre 1870. À noter que ça ne fait aucun mort. Et pour se maintenir, il déclare le gouvernement de défense nationale. Donc, maintient la guerre. Là où Bismarck ne comprend pas du tout ce qui se passe, parce qu'il se dit, il y a un truc, on avait gagné là, pourquoi est-ce que... Et donc ça va emmener l'invasion complète du territoire national, la commune de Paris, le siège de Paris, ça va être absolument épouvantable. Et à la fin, une négociation en mai 1871 qui nous fera perdre l'Alsace-Moselle. Donc, en septembre 70, Napoléon III n'est plus du tout au pouvoir, et on perd l'Alsace-Moselle en mai 1871, il y a 9 mois. Donc, effectivement, sans Sedan, on n'en serait pas arrivé là, mais tenir Napoléon III comme étant le seul et unique responsable de la perte de l'Alsace-Moselle, c'est parfaitement infâme. Et d'ailleurs, on va entrer dans un truc qui est très intéressant, c'est que c'est un peu plus tard, en 71, le corps législatif va voter une loi qui va vous rappeler quelque chose. Vous savez, nous, on a les fameuses lois Guesso. Il y a des aspects de l'histoire qu'on n'a pas le droit de discuter, pas le droit de critiquer, sinon c'est pénal. Et bien la première, ça va être celle qui va être publiée, je crois que c'est en juin ou juillet 1871, il faut que je revérifie, où à partir de dorénavant jusqu'à désormais, tout a été et tout sera toujours de la faute de l'empereur Napoléon III. Et tout historien qui dit quoi que ce soit d'autre est passible de poursuite. Il y a quand même vraiment une volonté d'écraser tout ça. Alors évidemment, le grand acteur de l'écrasement, celui qui va être manipulé le plus possible par une troisième république un peu fragile sur ses appuis, c'est bien sûr, bien connu, le meilleur d'entre nous, le Brad Pitt des Préaux, le beau Victor Hugo. Alors Victor Hugo est un artiste absolument gigantesque qui a offert à la France un rayonnement absolument splendide. Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, Notre-Dame de Paris, enfin, le monde entier connaît Victor Hugo, des productions américaines font des fortunes grâce à Victor Hugo depuis 50 ans. Victor Hugo est un être absolument indissociable de l'histoire de France, de l'âme française et de la fierté française. Malheureusement, en ce qui concerne Napoléon III, il a été d'une injustice absolument crasse. Et de fait, comme la République n'a pas peur de Napoléon Ier, ça ne sert à rien d'avoir peur de Napoléon Ier, elle a peur de Napoléon III, parce qu'il est arrivé par les voies naturelles au pouvoir, et qu'ensuite il l'a transformé en césarisme, et que ça a très très bien marché, et qu'en fait les Français voient un système un peu autoritaire, mais qui marche démocratiquement. C'est cette espèce de truc un peu curieux entre un régime autoritaire et des plébiscites, plus une chambre qui est élue au suffrage universel, mais c'est plus une république, mais c'est pas une dictature, mais ça fonctionne très très bien. C'est un peu embêtant pour l'idéal républicain, donc ils vont utiliser évidemment Victor Hugo. Il a fallu la défaite de Sedan pour s'en débarrasser, sinon on s'en serait probablement jamais débarrassé. Donc il a fallu Victor Hugo pour s'en débarrasser. Alors maintenant, je vais simplement vous citer quelques opposants de l'époque qui, contrairement à Victor Hugo, par la suite ont fini par se rendre compte que c'était un petit peu injuste qu'on lui ait fait subir. Le premier, c'est Émile Zola. Émile Zola a écrit toute l'œuvre d'Émile Zola est contre le Deuxième Empire. Toute l'œuvre d'Émile Zola est une critique du Deuxième Empire. L'argent, le bonheur des dames, Germinal, bien sûr. Alors, Émile Zola a écrit à propos de Victor Hugo le Napoléon III des Châtiments, qui est un des livres les plus à charge écrits par Victor Hugo, écrit par Napoléon III contre Victor Hugo. Le Napoléon III des Châtiments, c'est un croque-mitaine sorti tout beauté, tout éperonné de l'imagination de Victor Hugo, c'est une fantaisie. Rien n'est moins ressemblant que ce portrait, sorte de statue de bronze et de boue, élevée par le poète pour servir de cible assez très acérée, disons-le en un mot, assez crachat. En fait, Émile Zola, 15 ans après l'Empire, il n'a plus rien à y gagner, il a tout à y perdre. Et en fait, Victor Hugo est un sacré malhonnête intellectuellement. Lamartine, qui était l'un des premiers opposants de Victor Hugo, de Napoléon III, puisqu'il s'est même présenté contre lui à la présidence de la République en 1848, Lamartine dit de Napoléon III bien après, c'est l'homme d'État le plus sérieux et le plus fort de tous ceux, sans aucune exception, que j'eusse connu dans ma longue vie parmi les hommes d'État. Il écrit ça bien après, ils n'ont plus rien à gagner, ils ont tout à perdre. La République est anti-bonapartiste au possible. Émile Olivier, opposant également, dit de lui, s'il l'avait approché davantage, s'ils avaient éprouvé son grand cœur, son esprit formé de charme et de justesse, s'il avait été le témoin de la loyauté avec laquelle il a fondé, il parle de Victor Hugo, s'il avait approché davantage, s'il avait éprouvé son grand cœur, son esprit formé de charme, de justesse, s'il avait été le témoin de la loyauté avec laquelle il a fondé et mis en pratique les institutions les plus libres que notre pays ait encore connues, il aurait fait mieux que lui rendre justice, il l'eût aimé de la part d'un opposant qui s'adresse à un autre opposant. Alors il n'y en a qu'un seul qui s'est trompé, c'est Pasteur,
parce que Pasteur était un grand ami de Napoléon III. Napoléon III était passionné de science, et Pasteur dit « L'empereur peut attendre avec confiance le jugement de la postérité, son régime restera comme l'un des plus glorieux de notre histoire. » Manifestement, il s'est trompé. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors maintenant, c'est tout ça pour vous dire, voilà, Sedan et le coup d'État, c'est un peu excessif. Ce qui s'est passé entre les deux, il y a énormément d'aventures incroyables, des choses superbes. Je vais vous faire le bilan de ce que ça nous a ramené. Et ensuite, on va voir en quoi ça peut nous inspirer aujourd'hui. Et sinon, tout est dans le livre. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire, c'est même franchement vertigineux. Vous savez qu'on lui a reproché donc, d'avoir perdu l'Alsace-Moselle. On est bien d'accord, c'est pas entièrement à cause de lui. Mais néanmoins, on oublie de rappeler que c'est lui qui triple le domaine ultramarin. C'est lui qui ramène la Nice et la Savoie à la France. Hein. D'ailleurs, Aix-les-Bains est bien passé pour le savoir. Le territoire français représente, sous le Deuxième Empire, 10% de la surface des terres émergées. 10%. Ça n'a jamais été aussi grand. Alors, en termes, comme je vous le rappelais, la volonté de Napoléon III, c'est d'équilibrer la prospérité et la justice sociale. Donc, commençons par la prospérité. Donc, il va créer les banques de dépôt, il va créer le crédit immobilier, le crédit lyonnais, la Société Générale. Il va créer l'ancêtre de la BNP Paribas, il va faire démultiplier les chambres de commerce, il va créer le statut de société anonyme et le statut de société à responsabilité limitée. Ce qui aujourd'hui est la SAS et la SASU, mais ce qui a permis de développer l'entrepreneuriat qui n'existait pas. Alors vous savez qu'il y a cette loi qui nous dit que si on a 200 € de découvert, ça va être compliqué. Mais en fait, vous savez grâce à qui ? Mais c'est grâce à Napoléon III, parce que pour avoir un découvert, il faut un compte en banque. Et pour avoir un compte en banque, il faut des banques de détail. Et celui qui a inventé les banques de détail, c'est Napoléon III. Avant Napoléon III, vous n'aviez pas, personne n'avait de compte en banque. Il n'y avait que les grandes institutions financières, les grands propriétaires, les aristocrates qui avaient des comptes en banque et qui avaient accès à la finance. Et donc Napoléon III va libéraliser ça complètement. Et donc grâce à Napoléon III, on peut ouvrir un compte en banque. Malheureusement, c'est une idée de gestion aujourd'hui qui me paraît un peu curieuse. Mais... Alors d'un point de vue innovation technologique et scientifique, l'eau courante et le gaz à tous les étages, c'est une révolution absolument gigantesque. Le développement du télégraphe, il y a 48 000 km de lignes de télégraphie qui vont être déployées dans toute la France. Donc on va parler de Paris à Lyon en 1 minute au lieu de 3 jours de cheval, ça va tout changer. La première ligne télégraphique entre New York et Paris, c'est Napoléon III. Les transports publics, évidemment, avec l'omnibus, le tramway et le vélo, vont bien sûr exploser. Le vélo, Anne Hidalgo doit beaucoup à Napoléon III. La photographie, alors ça va changer beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, notamment d'un seul coup, l'album photo va apparaître dans la vie de tous les Français. Mais ça va avoir un autre impact, ça va avoir un impact sur les beaux-arts. Parce que c'est qu'avec l'apparition de la photographie, on va commencer à basculer vers l'impressionnisme et ensuite vers l'art abstrait, etc. Donc il favorise beaucoup le développement de la photographie. Les premières applications de l'électricité avec la pile Leclanché, la batterie rechargeable plantée, l'éclairage électrique expérimental, c'est sous Napoléon III. Il va beaucoup favoriser tout ça. Donc notamment, il y a une partie de Paris est refait la nuit sous des éclairages électriques, ce qu'on oublie. L'effet photovoltaïque qui permet de la photographie couleur. Les innovations métallurgiques avec les procédés Bessemer et Siemens qui vont permettre d'avoir un acier beaucoup moins cher et beaucoup plus fiable. Et on va avoir des structures métalliques absolument partout. Donc mais splendide. Et l'exposition universelle de 1855 et de 1867 ont construit des monuments de métal. Mais on a tellement d'argent, on est tellement prospère qu'ensuite on les démonte. Vous savez que la Tour Eiffel était prévue pour être démontée. Alors elle a été faite après. Elle a été faite par Gustave Eiffel, qui lui est déjà là sous Napoléon III. Et c'est lui qui d'ailleurs va faire toutes les grandes structures métalliques des expositions universelles. Mais la France est tellement prospère qu'on se dit oui, bon, on démonte. Imaginez ça aujourd'hui. Donc c'est assez incroyable. Alors la découverte du procédé de production de l'aluminium, c'est aussi grâce à Napoléon III qui va financer sur ses propres deniers la bobine à induction, le moteur thermique à 4 temps, donc Peugeot, Renault, mais également Porsche, BMW et Ferrari doivent énormément à Napoléon III, puisque le moteur thermique c'est lui. L'hélice de marine, c'est sous Napoléon III. Sous Napoléon III, la marine marchande et la marine militaire est la deuxième au monde, après l'Angleterre, c'est gigantesque, avec l'apparition des cuirassiers et des bateaux à vapeur. Les premières prévisions météo, c'est par Napoléon III, parce qu'il faut anticiper les orages, il faut aider aussi l'agriculture. L'agriculture est complètement bouleversée par la révolution industrielle, puisque ça va dépeupler les campagnes, il va y avoir de plus en plus de monde, parce que Napoléon III est un hygiéniste. Donc il va faire exploser les capacités médicales avec évidemment Claude Bernard et Pasteur, la vaccination, etc. Donc l'espérance de vie va augmenter, la mortalité infantile va s'effondrer. Donc il y a beaucoup de bouches à nourrir. Donc il faut changer complètement la façon de produire agricole. Napoléon III, ça mérite un sujet complet. Le fusil chasse-peau. Alors on boit la bière fraîche maintenant grâce à Napoléon III. Ça c'est bien. Alors qu'avant on la buvait tiède comme un Anglais. Donc cette fois-ci, ça y est, c'est fini. L'apparition des menus au restaurant, c'est Napoléon III aussi, parce qu'avant, il n'y avait pas de menu. Avant, vous arriviez dans une auberge, on vous disait, voilà, ça, il y a de la betterave, des haricots rouges, et
même pas ça, mais il n'y a que ça. Et là, d'un seul coup, vous avez entrée, plat, dessert, les menus. L'arrivée des grands magasins, alors ça, évidemment, bon, vous connaissez tous, hein, le Bon Marché, la Samaritaine, les Galeries Lafayette, le BHV, tout ça, mais surtout, ce que ça fait, c'est que vous avez les prix sont affichés. Alors qu'avant, vous alliez dans une boutique, le prix n'était pas affiché. Donc c'était un peu à la tête du client. Maintenant, les prix sont affichés. Et une innovation technologique majeure qui a changé la vie de tous les Français et qui, là, vraiment, mesdames et messieurs, si vous connaissez un souverain qui a permis une amélioration du quotidien de ses citoyens ou de ces sujets aussi importants que celle-là, Napoléon III nous a amené la chasse d'eau. Parce que vous vous rendez compte à quel point ça change la vie. C'est-à-dire que vous videz plus votre pot de chambre par la fenêtre, vous tirez la chasse. Ça change absolument tout. Alors évidemment, d'un point de vue industriel, c'est la révolution industrielle. Hein. On va passer de 3500 à 23 000 km de voies ferrées, donc la moitié de la voie ferrée qui existe aujourd'hui en France et via Napoléon III. Modernise tous les ports, hein, Marseille, Le Havre, Bordeaux. Il va créer le canal de Suez. Et il va également moderniser le port de Dakar et d'Alger. Il va faire la promotion d'une production industrielle de masse. La production agricole va augmenter de 60%, la production industrielle va augmenter de 73%, les exportations vont augmenter de 164%, les constructions des routes vont être doublées, sachant que nous, on a quelques petits problèmes d'infrastructure en ce moment. Il y a une vaste politique d'urbanisation et d'assainissement, bien sûr le Paris haussmannin, Biarritz, Vichy, Marseille, Lyon, Bordeaux, les Landes, la Corse, tous les canaux, en partie Aix-les-Bains, le port de Dakar, d'Hanoï, d'Alger, les fameux travaux haussmanniens. Alors ça, vous savez, on parle de Second Empire et pas de Deuxième Empire. Là, c'est pareil, on parle de Paris haussmannien, on ne parle pas de Paris napoléonien. Ça, c'est aussi une méthode de manipulation mentale, parce qu'en fait, c'est un Paris complètement napoléonien. Le Paris n'est pas haussmannien. Haussmann est un génie. Haussmann, en plus, est honnête. Haussmann est un génie de maître d'ouvrage. Mais le maître d'œuvre, c'est Napoléon III. Il décide des avenues, il décide de la taille des avenues, de la largeur des avenues, de la hauteur des immeubles, du nombre d'arrondissements. Il exige que chaque avenue soit reliée à une statue qui évoque la gloire française. Il va être, comme il est très hygiéniste, il va faire crever les avenues, non pas pour tirer au boulet de canon, comme on l'a dit, et charger à cheval, parce qu'on a tiré au boulet de canon, on a chargé à cheval dans la rue de Paris, bien avant Napoléon III, non pas non plus pour empêcher les barricades, parce qu'on va continuer à faire des barricades bien après Napoléon III, hein, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, c'est pour que l'air circule. Parce qu'il y a des épidémies de choléra tout le temps à Paris. Donc c'est pour l'hygiène publique, donc il va creuser un réseau d'égouts, il va amener l'eau potable, il va venir créer le bois de Boulogne, les buttes de Chaumont, Monceau, Montsouris, le bois de Vincennes, tout ça, c'est lui. Toutes les grandes gares, la gare Montparnasse, la gare Saint-Lazare, la gare du Nord, la gare de l'Est, la gare de Lyon, c'est lui. Tous les grands théâtres, hein, le Cirque d'hiver, l'Opéra Garnier, etc., tout ça, c'est lui. Et on continue à parler d'osmanisation. Ouais, c'est comme fou. C'est bien fait la manipulation. Hein. Donc, si on est d'accord, la prochaine fois qu'on vous parle de Paris, dites le Paris napoléonien. Et il y a une petite place Napoléon face à la... C'est sympa. Ça va avoir un grand impact à l'étranger, puisque Bruxelles, Bucarest et Buenos Aires vont entièrement s'inspirer du Paris Napoléon III. Alger, bien sûr, mais là, c'était français, donc ça ne posait pas tellement de trucs. Alors, en termes d'innovation sociale, donc c'est le en même temps Napoléon III, un petit peu comme le en même temps macronien, c'est-à-dire qu'en même temps, on favorise le développement industriel, la finance, l'argent, etc., et en même temps, on protège les classes ouvrières et les travailleurs les plus exposés. Donc il va légaliser le droit de grève, donc il va développer les sociétés de secours mutuels, il va financer personnellement la construction de logements ouvriers salubres, les bains publics urbains, les hospices pour ouvriers malades. Il va augmenter l'instruction publique de 103%, les filles vont enfin accéder à l'instruction publique, il va donner l'indépendance des universités et créer l'école pratique des hautes études. Pour un dictateur, l'indépendance aux universités, c'est pas très bien pensé, donc c'est peut-être pas un dictateur. Il va créer des rectorats et des académies, il va mettre en place l'école publique gratuite. Hein, ça n'est pas Jules Ferry qui met en place l'école publique gratuite, c'est Victor Duruy, c'est Napoléon III. Jules Ferry va la rendre obligatoire. Pas tout à fait la même chose. Napoléon III va créer des hospices, des maisons de retraite, l'impératrice Eugénie va en créer notamment à Aix-les-Bains. 153% d'augmentation d'assistance publique pour les enfants assistés, l'apparition de syndicats, il va créer l'inspection du travail, il va créer les caisses de retraite, il va créer la retraite pour les fonctionnaires, il va créer l'assurance maladie, les premières mutuelles, la première semaine de congés payés pour les fonctionnaires, la fondation de la Croix-Rouge bien sûr, et alors quelque chose qu'on trouve tout à fait naturel, le dimanche non travaillé. Alors avant, il y avait des dimanches qu'on travaillait, mais c'était à la tête du client. Donc c'est celui chez qui vous travaillez qui décidait si oui ou non vous bossiez le dimanche. Napoléon III va rendre le dimanche chômé obligatoire. C'est quand même, donc si on peut boire une bière fraîche à la terrasse d'un café en regardant le menu un dimanche, c'est grâce à Napoléon III. Donc c'est quand même, n'oubliez pas, la prochaine fois vous irez en terrasse pour faire de la résistance, n'oubliez pas que c'est largement grâce à Napoléon III. Alors avant de malheureusement quitter le pouvoir en 1870, rendez-vous compte que Napoléon III avait dans ses cartons le fait qu'il voulait donner le droit de vote aux femmes et il voulait abolir la peine de mort. Donc bon, on est comme
face à quelqu'un qui a tout de même une vision et une volonté de progrès qui est exceptionnelle. Tout est dans le livre. Bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de parallèles. La fracture sociale et la défiance politique, c'est à peu près aveuglant pour tout le monde. On a effectivement, bien sûr les gilets jaunes, mais avant il y avait bonnet rouge, et puis maintenant il y a comme un détachement complet de la vie publique de la part de l'immense majorité des citoyens qui est très très préoccupant. Il y a une tension sociale qui est très forte, donc lui connaissait ça bien sûr. Il y a des crises extérieures qui sont très similaires, la guerre en Ukraine, la guerre en Crimée, sont tout à fait similaires. Il y avait un déséquilibre entre la puissance américaine et l'Europe, que Napoléon III avait déjà identifié à l'époque, et des révolutions technologiques qui vont tout changer dans la vie des gens. Alors, ça donne tout de même, si vous voulez, un empereur qui, face à ces défis, va faire de la France, qui est une toute petite puissance sous tutelle, alors qu'il a tous ces défis face à lui, il va en faire la deuxième puissance mondiale après l'Angleterre, au point même que l'Angleterre va faire tout ce qu'elle peut pour que Napoléon III et son régime s'écroulent, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont être dépassés à un moment ou à un autre. Donc c'est absolument incroyable. Alors nous, face à ces défis, il ne me semble pas qu'on soit encore la deuxième puissance mondiale, mais on peut y travailler. Alors, il y a une série, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il y a une série de possibilités si on s'inspire de Napoléon III en restant républicain. D'abord, évidemment, il faut une politique de l'action. Donc le message à transposer de Napoléon III, c'est de surtout pas subir. Il faut décider vite quand l'intérêt général l'exige. L'intérêt général, en général, il l'exige par référendum. Donc il faut unir l'idée de la consultation populaire sur les choix structurants, c'est que ça permet d'unir des gens qui sont des adversaires entre eux, qui ne sont pas d'accord entre eux, on les unit autour d'objectifs concrets. Un référendum, c'est pas uniquement pour valider un espèce de fou césariste, parce que sinon il ne le ferait pas, le mec. Donc il le fait, ça valide sa politique évidemment, mais deux, surtout, ça unit le corps électoral autour d'un projet commun. Il est responsabilisé, ça donne un sentiment de nation, le fait de voter pour des projets sociaux. Évidemment, la peine de mort a dû passer par référendum. La fin de vie, l'immigration, l'euthanasie, tout ça sont des trucs extraordinairement structurants. Le mariage pour tous, ça aurait dû passer par référendum, ça n'est pas passé par référendum. Et comme le disait très bien Napoléon III, on ne gouverne pas contre le peuple. Donc, il y a également un truc qui change tout, c'est la politique d'homme responsable, une politique d'adulte, et à sortir un petit peu de la politique du jardin d'enfants. Vous avez vu dernièrement une grande illustration de la politique du jardin d'enfants, c'est Madame Dati qui vient expliquer qu'il n'y avait aucun problème de sécurité dans le système du Louvre. Tout a fonctionné. Mais c'est un échec. Ah, d'accord. Et c'est la faute de... c'est pas la mienne. La directrice du Louvre? Ah non, on n'accepte pas sa démission. Et la responsable de la sécurité, elle démissionnera. C'est pas de sa faute, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. C'est pas moi, c'est lui. Donc ça, c'est pas possible. Vous voyez, personne ne met sur le banc des accusés les responsables. Il n'est pas question de les juger, les envoyer en prison, mais quand vous avez une responsabilité publique importante, privée importante, quand dans votre fonction quelque chose a failli, vous démissionnez. Et là, moi, je pense qu'il faut les limoger, parce que c'est un très très mauvais message. Et c'est systématiquement la même chose. Donc vous avez Guillaume Castaner, par exemple, qui est le représentant de Shine aujourd'hui, qui est la plateforme qui vend des poupées pédophiles sur Internet. C'est Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est représentant des intérêts de Shein en France. Le président Macron l'a défendu à ce sujet. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Donc il y a une politique de responsabilité. Et évidemment, il faut restaurer l'ordre, ça c'est la base. Il est temps que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. Ça vous rappelle, il faut terroriser les terroristes. Et ça va vous rappeler aussi une phrase, il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Voilà. Après, on fait comme on veut. Alors l'État stratège, évidemment. L'État stratège, c'est la base. Il faut remettre l'industrialisation et l'innovation au cœur du projet national. Alors là-dessus, on a plein de sujets possibles. L'énergie décarbonée, la souveraineté numérique, essentielle. Les ressources maritimes. La France, grâce à Napoléon III, a le deuxième territoire marin. Donc c'est quand même dommage de pas... Le nucléaire, évidemment. Là, la France, effectivement, là, le président Macron a fait œuvre pour le coup, le fait vraiment. Les batteries, les semi-conducteurs, la santé, le spatial. On est des leaders dans le spatial, il ne faut surtout pas rater ça. L'industrie 4.0, faire des pôles régionaux. Alors, il y a 3 chantiers phares qui devraient être mis en place le plus vite possible. Ils sont partiellement mis en place d'ailleurs. Évidemment, des programmes nucléaires sur les EPR et les SMR. Les EPR, on est en train de repartir sur une très bonne idée. L'hydrogène vert, l'électrification industrielle. Essentiel, la souveraineté numérique et l'intelligence artificielle. Essentiel. Il faut un cloud souverain, il faut des capacités de calcul à haute intensité, ce qu'on appelle les High Power Computing, HPC. Là, il faut absolument développer tout ce qu'on peut pour amener des fonds privés et publics dans le développement d'une intelligence artificielle. Il faut fabriquer 10 000 talents sur l'intelligence artificielle par an en France. Et il faut anticiper et prévoir les conséquences sociales et sociétales de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans tous les domaines.
dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail, bien sûr, les pans entiers de gens qui vont se retrouver à la rue. Il faut impérativement penser à ça. Dans le domaine de l'équilibre mental de notre jeunesse, on a de plus en plus de jeunes qui prennent leur téléphone et qui expliquent à ChatGPT les problèmes qu'ils ont à l'école et ChatGPT leur répond. C'est pas le métier de ChatGPT. Il faut absolument anticiper tout ça. Je pense que le président Macron fait un travail remarquable pour ce qui est de favoriser un environnement économique favorable de développement du numérique français et de l'intelligence artificielle française. Et ça, vraiment, pour être dans ce domaine, je le constate. En revanche, je n'ai pas l'impression que les conséquences sociétales soient prises en compte. Alors, la puissance maritime, évidemment, on est deuxième zone économique mondiale. Il faut faire de l'éolien, il faut faire de l'hydrolien offshore, il faut avoir une police des zones économiques maritimes, il faut absolument s'occuper de nos ressources de fonds marins. Les terres rares, c'est quand même un vrai sujet, les terres rares. Tout le monde dit la Chine, le plus grand propriétaire de terres rares, c'est nous. Vous savez ça? C'est nous. Le pays qui a le plus de terres rares, c'est la France. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les nodules polymétalliques qui sont dans les fonds marins. La plus grande surface de fonds marins français au monde, alors là, on n'est pas deuxième, c'est nous. On est les premiers en zone économique exclusive, on est les deuxièmes en zone économique exclusive, mais on est les premiers en fonds marins. C'est comme ça, c'est l'accord Transplac de 2017 de l'ONU. On a la plus grosse quantité de terres rares disponibles, c'est la France qui l'a, on ne l'exploite pas du tout. Il y a quand même un truc à faire. Hein. Donc il faut des fonds souverains sectoriels, il faut évidemment supprimer l'impôt de production, ça c'est très important. Comme le disait Napoléon III, la richesse d'un pays est comme un fleuve. Si on prend ses eaux à sa source, on le tarit. Si on les prend lorsque le fleuve a grandi, on peut en détourner une large masse sans en altérer le cours. C'est une doctrine de la souveraineté. Une nation est coupable de mettre à la merci des autres son approvisionnement de denrées de première nécessité. C'est un suicide anticipé, c'est ce que disait Napoléon III. Ça vous rappelle un tout petit peu les masques, la moutarde, l'aspirine. Donc, évidemment. Donc il faut, mais pour que tout ça fonctionne, il faut un pacte social donnant-donnant. Donc c'est pareil, il faut envisager sérieusement le référendum d'initiative populaire. C'est une chose qu'il faut mettre sur la table, il faut en parler au niveau local, ne serait-ce qu'au niveau local. Il faut évidemment faire généraliser le principe de l'intéressement et de la participation dans les entreprises pour que les employés se sentent responsables et attachés à la vie, au succès de leur entreprise, et surtout qu'ils gagnent mieux leur vie, beaucoup mieux. Il faut une protection sociale d'un entrepreneur, il faut que l'entrepreneur ait un droit à la retraite, au chômage et à la protection de santé qui soit réelle, formation massive évidemment. Et donc en fait, le grand secret de Napoléon III dans tout ça, il l'a écrit, c'est la pauvreté cessera d'être séditieuse lorsque l'opulence cessera d'être oppressive. C'est comme ça paraît logique. Vous voyez, les oligarques, ils sont là, on en a besoin, les financiers, ils sont là, on en a besoin. Mais il y a aussi les travailleurs, il y a aussi les plus pauvres, il y a aussi les marginaux, il faut prendre en compte tout le monde. Le ruissellement, le fameux ruissellement d'Emmanuel Macron. Alors ça marchait très très bien sous le Deuxième Empire, ça marche un peu moins bien aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça ne remarche plus. Mais ça ne fait pas de Napoléon III un proto-marxiste, parce que lui répond par exemple qu'il faut restreindre dans de justes limites le nombre d'emplois qui dépendent du pouvoir et qui souvent font un peuple libre, un peuple de solliciteurs. Aujourd'hui en France, 6 millions d'actifs dépendent directement ou indirectement de la dépense publique. C'est quelque chose qu'il faut peut-être réviser. Enfin, Napoléon III, le plus grand danger des temps modernes vient de cette fausse opinion qu'un gouvernement peut tout et peut répondre à toutes les exigences, remédier à tous les maux. Il faut éviter cette tendance funeste qui entraîne l'État à exécuter lui-même ce que les particuliers peuvent exécuter aussi bien et mieux que lui. Alors bien sûr, ensuite, au-delà de tout ça, il faut une diplomatie d'équilibre. Et ça, je veux dire que là, pour le coup, la diplomatie d'équilibre, il y a une volonté de diplomatie d'équilibre de la part du gouvernement. Ça ne marche pas, manifestement, mais il y a une volonté. Et un rayonnement international. Pour ça, il faut activer nos atouts. On a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, la francophonie qui compte 800 millions de locuteurs et qui fait 7% de croissance. C'est quand même pas idiot de la réactiver un peu. Notre zone économique exclusive maritime, on est évidemment des champions économiques dans quasiment tous les domaines les plus importants, de l'aéronautique à la défense, sans parler bien sûr du luxe, mais dans la santé, on est champions économiques gigantesques partout. On a bien sûr un soft power qui est un des plus importants après celui des États-Unis. La culture française est adorée partout, la culture française est respectée partout. C'est un vrai pouvoir. Donc il y a beaucoup de choses à faire, avec des coalitions réalistes, avec une Europe des nations par projet. Peut-être que la construction européenne aujourd'hui devrait être revue. Ça peut faire partie du sujet, c'est dans le livre. Une politique méditerranéenne concrète, d'alliance avec, ça semble fou de le dire, mais franchement, ce serait quand même pas idiot de travailler un peu intelligemment avec l'Algérie. Avec les réserves de pétrole et de gaz qu'ils ont, c'était pas complètement stupide. Puis on a une histoire commune qui n'est pas que négative. Justement, sous Napoléon III, l'histoire avec l'Algérie était très positive. Il faut savoir que les femmes algériennes, quand elles se marient, en tout cas c'était le cas encore il n'y a pas si longtemps que ça, en Algérie, hein, je ne parle pas des jeunes femmes d'origine algérienne qui sont en France, mais celles qui sont en Algérie, quand elles se marient, elles reçoivent comme cadeau des bracelets, des colliers, des ceintures, sur lesquels il y a des Napoléons or de Louis-Napoléon Bonaparte.
Parce que Napoléon est encore aujourd'hui en Algérie, Louis-Napoléon, Napoléon III, hein, est encore aujourd'hui en Algérie un symbole de chance, de prospérité, de bonheur et de respect. Donc il y a quelque chose dans l'inconscient collectif. Donc en gros, Louis-Napoléon Bonaparte, en conclusion, nous montre que ce qui semble impossible peut devenir possible avec de la volonté politique, la foi en la nation, l'adhésion du peuple, c'est ça le plus important. Alors évidemment, il n'était pas infaillible, hein, on est bien d'accord, il a commis des erreurs, mais son bilan prouve tout de même que si on est optimiste dans sa façon de diriger le pays, qu'on est pragmatique, on peut accomplir de grandes choses en très peu de temps. Donc en gros, volonté plus méthode plus confiance du peuple, il y a des choses à faire, il y a des choses, Napoléon III, comme le général de Gaulle, là je m'adresse aux étudiants gaullistes, avait en point commun le fait qu'ils faisaient confiance au peuple parce qu'ils utilisaient la démocratie directe. Le peuple ne s'est pratiquement jamais trompé dans ses choix, contrairement à ce qu'ont pu en penser certains courants politiques qui ont suivi. Le peuple ne s'est jamais trompé. Je finirai par 3 citations qui, à mon avis, me semblent absolument importantes. On ne gouverne pas contre le peuple. Donc ça, Napoléon III, l'élu de millions de suffrages exécute sa volonté. Il ne la trahit pas. Si ça vous rappelle un dirigeant d'il y a 1 ou 2 mandats précédents, n'hésitez pas à lever le doigt. La pauvreté cessera d'être séditieuse lorsque l'opulence cessera d'être oppressive. Ça paraît tout de même une bonne idée d'équilibre. Et enfin, ça paraît absolument fondamental et ça fait vraiment écho. Malheur aux souverains dont les intérêts ne sont pas liés à ceux de la nation. Napoléon III. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.